expulsée par ma belle-mère à Noël. 10 ans après, j'ai sauvé sa vie sur la table d'opération. La neige tombait doucement sur Paris ce soir de réveillon de Noël. J'avais 23 ans. J'étais étudiante en médecine en 4e année, et j'allais vivre la pire humiliation de ma vie. Mon mari Thomas et moi étions mariés depuis seulement 8 mois. C'était notre premier Noël en tant que couple marié. Et sa mère, Madame Beaumont, avait insisté pour que nous venions célébrer dans leur immense propriété familiale à Neuilly-sur-Seine. Dès notre arrivée, j'ai senti le regard glacial de ma belle-mère me scruter de haut en bas. Ma robe simple achetée dans une petite boutique du Marais ne pouvait rivaliser avec les tenues de haute couture des autres invités. J'étais la fille d'une infirmière et d'un professeur, élevée dans un modeste appartement du 15e arrondissement. Pour Madame Beaumont, issue d'une lignée aristocratique remontant à plusieurs générations, j'étais tout simplement indigne de porter le nom de sa famille. Le dîner était somptueux. Caviar, foie gras, champagne millésimé. Je me sentais comme une imposteur parmi tous ces gens qui discutèrent de leurs propriétés en Provence, de leurs yachts à Saint-Tropez, de leurs relations avec des ministres et des ambassadeurs. Thomas essayait de me rassurer en serrant ma main sous la table, mais je voyais bien qu'il était mal à l'aise lui aussi. Puis est venu le moment du dessert. Madame Beaumont s'est levée, a tapé délicatement sur son verre de cristal pour attirer l'attention de tous les convives. Son sourire était parfaitement calculé, celui qu'elle réservait aux occasions où elle s'apprêtait à planter son couteau dans le dos de quelqu'un avec une élégance irréprochable. « Chers amis, famille bien-aimée », a-t-elle commencé d'une voix mielleuse. « En cette soirée de Noël, je voudrais partager quelque chose qui me pèse sur le cœur depuis plusieurs mois. » Elle a fait une pause théâtrale, et tous les regards se sont tournés vers elle. Mon fils Thomas a fait un choix, surprenant en épousant cette jeune femme. Une étudiante sans le sou, sans famille digne de ce nom, sans aucun avenir prometteur. Le silence était assourdissant. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Thomas s'est levé brusquement, mais sa mère a levé la main pour l'arrêter. « Je ne peux plus tolérer cette situation », a-t-elle continué, ses yeux fixés sur moi avec un mépris non dissimulé. Cette fille n'a rien à faire dans notre famille. Regarde-la, elle ne sait même pas quelle fourchette utiliser. Elle est un embarras constant. Thomas, tu mérites mieux, beaucoup mieux. Elle s'est alors tournée directement vers moi. Je veux que tu partes, maintenant. Sors de cette maison et ne reviens jamais. Tu n'es pas la bienvenue dans cette famille. Tu ne le seras jamais. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de lui donner cette satisfaction. Thomas protestait violemment, mais je pouvais voir dans le regard des autres membres de la famille qu'il partageait l'opinion de Madame Beaumont. Même son père hochait la tête en signe d'approbation. J'étais seule contre tous. Je me suis levée avec toute la dignité que je pouvais rassembler. « Vous avez raison sur un point, Madame Beaumont », ai-je dit d'une voix tremblante mais claire. « Je ne viens pas de votre monde, mais je travaille dur pour mon avenir. Un jour vous regretterez ces paroles. » Je suis partie dans la nuit froide, sous la neige qui tombait de plus en plus fort. Thomas m'a suivi, déchiré entre sa famille et moi. Notre mariage n'a pas survécu à cette nuit. 3 mois plus tard, nous avons divorcé. Sa mère avait gagné. Vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé ensuite, n'est-ce pas? Comment une jeune femme brisée a-t-elle pu se relever d'une telle humiliation? Restez avec moi, car l'histoire ne fait que commencer. Cette nuit de Noël a été un déclic. J'ai pleuré pendant 3 jours sans m'arrêter. Puis j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser cette femme avoir raison. J'allais prouver ma valeur, non pas à elle, mais à moi-même. J'ai redoublé d'efforts dans mes études. Je dormais 4 heures par nuit, je travaillais comme assistante dans des cliniques privées pour payer mes frais, j'étudiais jusqu'à l'épuisement. J'ai fini major de ma promotion à la faculté de médecine. J'ai été acceptée comme interne en chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou, l'un des meilleurs services de France. Mon chef de service, le professeur Duchamp, a vu en moi quelque chose de particulier. Une détermination farouche, une précision chirurgicale exceptionnelle, une capacité à rester calme sous pression extrême. Les années ont passé. Interne, puis chef de clinique, puis chirurgienne cardiovasculaire confirmée. J'ai participé à des conférences internationales,
publié des articles dans les revues médicales les plus prestigieuses, perfectionné des techniques chirurgicales innovantes. À 30 ans, j'étais déjà reconnue comme l'une des meilleures chirurgiennes cardiaques de ma génération. Je n'avais pas revu Thomas ni sa famille depuis le divorce. J'avais tourné cette page de ma vie. Du moins, c'est ce que je croyais. Je m'étais concentrée exclusivement sur ma carrière, repoussant toute relation sentimentale. Mon travail était devenu ma raison d'être, sauver des vies était devenu ma rédemption. Puis est arrivé ce jour de décembre, 10 ans presque jour pour jour, après cette fameuse nuit de Noël. J'étais de garde aux urgences cardiovasculaires. Il était 22 heures quand mon beeper a sonné. Code rouge. Infarctus massif. Patiente en arrêt cardiaque. Réanimation en cours. Préparation bloc opératoire immédiate. J'ai couru vers le bloc, enfilé ma blouse chirurgicale, frotté mes mains avec une précision méthodique. L'adrénaline coulait dans mes veines, mais mon esprit était parfaitement calme. C'était ma zone, mon territoire. Ici, j'étais en contrôle absolu. Quand je suis entrée dans le bloc opératoire, l'équipe de réanimation était en train de masser le cœur de la patiente. Le cardiologue m'a briefé rapidement. Femme de 68 ans, triple pontage nécessaire, état critique, chance de survie faible. Je me suis approchée de la table d'opération. Et là, sous les lumières aveuglantes du bloc, j'ai vu son visage. Madame Beaumont. Le temps s'est arrêté pendant une fraction de seconde. 10 ans s'étaient écoulés, mais je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Celui de la femme qui m'avait humiliée, rejetée, qui avait détruit mon mariage. Elle était là, inconsciente, son cœur défaillant, sa vie entre mes mains. Mon assistant m'a regardée. « Docteur Rousseau, vous allez bien ?» Toutes les émotions refoulées de cette nuit de Noël sont remontées à la surface. La colère, l'humiliation, la douleur. J'aurais pu me récuser, demander à un collègue de prendre le relais. Personne ne m'aurait posé de questions. Mais en regardant cette femme sur la table d'opération, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Elle n'était plus la femme puissante et arrogante qui m'avait chassée de sa maison. Elle était une patiente. Un être humain vulnérable dont la vie dépendait de mes compétences. Et j'avais prêté le serment d'Hippocrate. J'avais juré de soigner tous les patients sans distinction, de mettre ma vie personnelle de côté. « Je vais bien », ai-je répondu avec une détermination froide. Commençons. Cette nuit-là, j'ai réalisé la chirurgie la plus importante de ma carrière. Pas techniquement la plus complexe, j'en avais fait des centaines similaires. Mais émotionnellement, c'était un défi comme jamais auparavant. Chaque suture, chaque incision, chaque décision devait être parfaite. Je ne pouvais pas laisser mes émotions interférer. Une vie était en jeu. Pendant 6 heures, j'ai travaillé avec une précision chirurgicale absolue. Mon équipe était impressionnée par ma concentration. Ils ne savaient pas la bataille intérieure que je menais. À plusieurs reprises, le cœur de Madame Beaumont a failli lâcher. À chaque fois, j'ai réagi avec rapidité et efficacité. Je n'allais pas la laisser mourir. Pas sur ma table. Pas ce soir. Vous voulez savoir ce qui m'a traversé l'esprit pendant ces heures ? Continuez à lire, car la vraie révélation arrive. Quand j'ai finalement refermé la dernière suture et que le moniteur cardiaque a montré un rythme stable et régulier, j'ai ressenti une libération que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais gagné. Pas contre elle, mais contre la rage et la rancœur qui m'habitaient depuis 10 ans. J'étais devenue plus grande que ma douleur. « Excellent travail, docteur Rousseau », a dit l'anesthésiste. « Vous venez de réaliser un miracle. Cette femme ne devrait pas être vivante. » J'ai enlevé mes gants, épuisée mais sereine. Emmenez-la en réanimation, surveillance constante. Je veux être informée de toute évolution. Les jours suivants ont été critiques. Madame Beaumont était dans un coma artificiel. Son fils Thomas était à son chevet en permanence. Je l'ai croisé dans le couloir le 3e jour post-opératoire. Il a mis quelques secondes à me reconnaître. « Emma ?» Sa voix était remplie d'incrédulité. « C'est vraiment toi ?» J'ai hoché la tête professionnellement. « Bonjour Thomas. Je suis la chirurgienne qui a opéré votre mère. » Son visage est devenu livide. « Tu as opéré ma mère ?»
Après tout ce qu'elle t'a fait, elle était ma patiente. C'est mon travail de sauver des vies, quelles que soient les circonstances personnelles. Il a baissé les yeux, clairement submergé par l'émotion. Je suis tellement désolée, Emma. Pour tout. Pour cette nuit de Noël. Pour ne pas t'avoir défendue assez fort. Pour avoir laissé ma mère détruire notre mariage. J'ai été un lâche. Je l'ai regardé sans animosité. C'était il y a longtemps, Thomas. Nous étions jeunes. J'ai tourné cette page. Les médecins disent que sans ton intervention, elle serait morte. Que tu as réalisé une chirurgie exceptionnelle dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'est mis à pleurer. Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu sauver la vie de la femme qui t'a tant fait souffrir ? Cette question, je me l'étais posée moi-même pendant des jours. Parce que je suis médecin avant tout, et parce que la meilleure revanche n'est pas la vengeance, c'est de devenir tellement meilleur que la haine n'a plus d'emprise sur toi. Madame Beaumont s'est réveillée une semaine après l'opération. J'étais dans sa chambre pour vérifier ses constantes quand elle a ouvert les yeux. Elle était encore faible, désorientée. Quand son regard a croisé le mien et qu'elle a lu mon nom sur ma blouse, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir dans ses yeux. De la honte. Vous, sa voix était à peine audible. C'est vous qui m'avez opéré ? Oui, Madame Beaumont. Les larmes ont coulé sur ses joues. Thomas m'a tout raconté. Vous m'avez sauvé la vie. Après ce que je vous ai fait, je suis restée professionnelle, prenant son pouls, vérifiant ses drains. Vous êtes ma patiente. La chirurgie s'est bien passée, mais vous avez encore un long chemin de récupération devant vous. Je ne mérite pas votre compassion, a-t-elle murmuré. Cette nuit de Noël, je vous ai humilié devant tout le monde. Je vous ai traité comme moins que rien. Et vous m'avez sauvé la vie. J'ai posé mon stéthoscope et l'ai regardé dans les yeux. Vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça ? Parce que cette nuit de Noël, vous m'avez donné le plus grand cadeau possible sans le savoir. Vous m'avez donné la motivation pour devenir la meilleure version de moi-même. Votre rejet m'a poussé à exceller, à me surpasser, à prouver ma valeur. Pas à vous, mais à moi-même. Elle sanglotait maintenant. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Est-ce que vous auriez pardonné à votre place ? La suite va vous surprendre. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, Madame Beaumont. Mais la rancœur empoisonne celui qui la porte, pas celui qui l'a causée. Je vous ai déjà pardonné, non pas pour vous, mais pour ma propre paix intérieure. Maintenant, concentrez-vous sur votre rétablissement. Les semaines de récupération ont été difficiles pour elle. J'ai supervisé personnellement son traitement post-opératoire. Chaque fois que je venais vérifier ses progrès, je voyais le poids de la culpabilité dans ses yeux. Thomas venait régulièrement, et nous avons eu plusieurs conversations. Il s'était marié et divorcé 2 fois depuis notre séparation. Il m'a avoué qu'il n'avait jamais cessé de regretter de m'avoir laissé partir. « Tu es devenue extraordinaire, Emma », m'a-t-il dit un jour dans la cafétéria de l'hôpital. « Regarde-toi, chirurgienne cardiovasculaire renommée, respectée de tous, sauvant des vies chaque jour. Tu as tellement accompli. » J'ai eu une bonne motivation, ai-je répondu avec un sourire ironique. Le jour où Madame Beaumont a quitté l'hôpital, elle a demandé à me voir. Elle était accompagnée de Thomas et de plusieurs membres de la famille que je reconnaissais de cette fameuse soirée de Noël. « Docteur Rousseau » a-t-elle commencé, sa voix encore fragile mais déterminée. « Je voudrais faire quelque chose pour vous remercier. De l'argent, une donation à l'hôpital, n'importe quoi. » J'ai secoué la tête. « Je n'ai pas besoin de votre argent, Madame Beaumont. J'ai fait mon travail, c'est tout. » Alors que puis-je faire ? Elle semblait désespérée. Comment puis-je racheter ce que j'ai fait ? J'ai réfléchi un instant. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, changez. Traitez les gens avec respect, quelle que soit leur origine. Ne jugez pas les autres sur leur compte en banque ou leur nom de famille. Apprenez que la vraie valeur d'une personne se mesure à son caractère, pas à son statut social. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je vous le promets.
et Emma. Puis-je vous appeler Emma? Je veux que vous sachiez que vous êtes la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Mon fils était stupide de vous laisser partir. J'étais stupide et cruelle. Vous auriez été un honneur pour notre famille, et je ne l'ai pas vu. Cette reconnaissance, 10 ans plus tard, aurait dû me remplir de satisfaction. Mais étrangement, je me sentais juste vide de toute rancœur. J'avais vraiment tourné la page. 3 mois après sa sortie de l'hôpital, j'ai reçu une invitation. La famille Beaumont organisait un dîner de Noël et souhaitait ma présence. J'ai hésité longuement. Retourner dans cette maison où j'avais vécu la pire humiliation de ma vie? Mais quelque chose me poussait à accepter. Quand je suis arrivée, vêtue cette fois d'une robe élégante que je pouvais maintenant me permettre grâce à mon salaire de chirurgienne, Madame Beaumont m'a accueillie à la porte. Elle m'a serrée dans ses bras, chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Le dîner était similaire à celui d'il y a 10 ans. Même table, même cristaux, même champagne. Mais l'atmosphère était radicalement différente. Madame Beaumont s'est levée pour porter un toast. Il y a exactement 10 ans, dans cette même pièce, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai chassé une jeune femme extraordinaire parce que mon arrogance et mes préjugés m'aveuglaient. Cette femme aurait pu me laisser mourir sur une table d'opération par vengeance. Au lieu de cela, elle m'a sauvé la vie et m'a enseigné la plus importante leçon. La vraie noblesse n'a rien à voir avec un nom de famille ou un compte en banque. Elle vient du cœur et du caractère. Elle s'est tournée vers moi, levant son verre. À Emma Rousseau, la femme qui m'a sauvé la vie et m'a appris l'humilité. Tu es et tu seras toujours la bienvenue dans cette maison. Tout le monde a levé son verre. C'était surréaliste. Mais vous savez quoi? Je me sentais enfin complètement libérée. Cette histoire vous touche? Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration aujourd'hui. Après ce dîner, ma vie a continué. J'ai continué à sauver des vies, à former de jeunes chirurgiens, à repousser les limites de la médecine cardiovasculaire. J'ai finalement rencontré quelqu'un, un cardiologue brillant et attentionné, qui m'aimait pour qui j'étais vraiment. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Madame Beaumont a tenu sa promesse. Elle est devenue une bienfaitrice de l'hôpital, finançant des bourses pour des étudiants en médecine issus de milieux modestes. Elle m'a dit un jour que c'était sa façon de s'assurer qu'aucun autre jeune talent ne soit découragé par des préjugés sociaux. Thomas et moi sommes devenus amis. Pas proches, mais cordiaux. Il a finalement trouvé l'amour avec une enseignante, quelqu'un qui lui convenait mieux que je ne l'aurais jamais fait. Regardant en arrière, cette nuit de Noël où j'ai été chassée comme une moins que rien a été le catalyseur de tout ce que je suis devenue. Sans cette humiliation, aurais-je eu la rage de réussir? Aurais-je trouvé cette force intérieure qui fait de moi la chirurgienne que je suis aujourd'hui? La vie a un drôle de sens de l'humour parfois. Les pires moments peuvent devenir nos plus grands maîtres. La douleur peut se transformer en puissance. Et le pardon peut être la forme ultime de victoire. Quand je forme maintenant de jeunes internes, je leur raconte souvent cette histoire. Je leur dis que leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, que les obstacles ne sont que des opportunités déguisées, que la meilleure revanche est le succès et l'intégrité. Si vous vivez une situation difficile en ce moment, sachez que ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est peut-être juste le début de votre transformation. Chaque rejet peut devenir un tremplin. Chaque larme peut arroser les graines de votre futur succès. Ne laissez personne définir votre valeur. Travaillez dur, restez intègre, et un jour, vous vous tiendrez là où vous êtes censé être. Et quand ce moment viendra, vous réaliserez que ceux qui vous ont rejeté vous ont en fait rendu service. Cette histoire est-elle exceptionnelle? Oui. Mais des histoires de résilience et de triomphe arrivent chaque jour à des gens ordinaires qui refusent d'abandonner. Vous pourriez être le prochain. Continuez à avancer. Continuez à croire en vous. Et n'oubliez jamais, votre passé ne définit pas votre futur. Vos choix d'aujourd'hui le font. Si cette histoire vous a inspiré, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile.
Vos mots d'encouragement pourraient être exactement ce dont cette personne a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner ses rêves. Et rappelez-vous toujours, la vie a une façon étrange de boucler la boucle. Restez bon, même quand le monde est cruel. Restez fort, même quand vous voulez abandonner. Car un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que chaque cicatrice a fait de vous la personne extraordinaire que vous êtes devenue. Votre histoire de rédemption vous attend. Allez l'écrire.